Bonsoir. Tribune du mardi de ce soir reçoit deux dames. Professeur Fatou Samba Ndiaye, elle est aussi présidente de l'Association des femmes médecins du Sénégal, mais aussi notre consoeur Bintou Kane, journaliste spécialisée dans les questions sanitaires à la Sen TV. Et c'est pour parler du système sanitaire en Afrique, au Sénégal en particulier, le système sanitaire en termes de pathologie, en termes de spécialisation, de plateaux techniques, mais aussi la disponibilité de l'information sanitaire au Sénégal et dans la sous-région. Professeur Fatou Ndiaye, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est aussi la présidente de l'Association des femmes médecins du Sénégal. Professeur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Khalifa. Bintou Kane, notre consoeur qui anime Sen Santé à la Sen TV. Bonsoir. Bonsoir Babacar, bonsoir à vos téléspectateurs et internautes. Voilà, des acteurs du système sanitaire au Sénégal, vous l'aurez compris. On va commencer par professeur. Déjà, je l'ai dit, vous êtes femme, médecin, professeur aussi. Déjà, quelle est la hiérarchisation du personnel sanitaire en termes de professeurs, médecins, sages-femmes, infirmiers? Alors, disons qu'il y a deux systèmes, à la limite parallèles. Le système, nous, par exemple, côté universitaire, il y a une hiérarchisation. Et côté ministère de la Santé, il y a également une hiérarchisation. Disons que pour les deux systèmes, ça se recoupe parce que côté universitaire, on est d'abord médecin, on s'inscrit à la faculté de médecine, on sort ou on s'arrête là côté universitaire, c'est-à-dire on a fini, on est docteur en médecine, on va rejoindre le système sanitaire par l'intermédiaire du ministère de la Santé et de la fonction publique, ou bien on a eu la chance d'être coopté au niveau de l'université, et là on rejoint le ministère de l'Enseignement supérieur. Et quand on rejoint le ministère de l'Enseignement supérieur, on évolue progressivement, assistant, chef de clinique, maître assistant, professeur agrégé et professeur titulaire. Et au même moment, comme nous avons des étudiants qu'on doit encadrer au niveau des hôpitaux, il y a cette collaboration entre le ministère de la Santé et l'enseignement supérieur. C'est la raison pour laquelle, en dehors du fait qu'on donne des cours pour former les futurs médecins, on est en même temps au niveau de l'hôpital. Pour exercer la médecine. Pour exercer la médecine, venir être en appoint par rapport au système sanitaire, parce qu'on est déjà médecin, encadrer les étudiants, mais également prendre en charge la population. C'est la raison pour laquelle on se dit bi-appartenant, parce qu'on est à la fois au niveau du ministère, on dépend à la fois du ministère de notre tutelle, l'enseignement supérieur, mais également du ministère de la Santé. C'est pourquoi on parle de FAN, hôpital Exactement. C'est la raison pour laquelle on parlait de CHU, centre hospitalo-universitaire, au niveau des différents hôpitaux que vous voyez, que vous connaissez, qui se trouvent être des hôpitaux de niveau 3. Et au sein de cette hiérarchisation, au niveau du ministère de la Santé, il y a ce qu'on appelle la pyramide sanitaire, qui va depuis le centre de santé, le poste de santé, parce qu'il n'y a plus de cases de santé, en bas, jusqu'au niveau du CHU, du centre de l'hôpital de niveau 3. Actuellement, sur cette pyramide sanitaire, il y a le niveau 3, c'est-à-dire les hôpitaux que vous voyez, qui sont des centres hospitalo-universitaires. Et progressivement, nous allons progresser vers le niveau 4. Le niveau 4, plus on évolue dans la pyramide sanitaire, plus c'est hyper spécialisé, avec des spécialités qui n'existent pas dans les niveaux d'en bas. C'est la raison pour laquelle, côté ministère de la Santé, c'est cette pyramide sanitaire que l'on pratique. Et côté enseignement supérieur, c'est l'université, mais qui est versée au niveau du ministère de la Santé, en plus de ses activités pédagogiques au niveau universitaire. Exactement. Bintou Kane, finalement, ce n'est pas facile de comprendre cette hiérarchisation. Souvent, nous, les populations, on parle de docteurs pour définir le personnel sanitaire. C'est le terme générique, en tout cas adressé au corps médical, mais comme le docteur vient de le dire, il y a une pyramide à respecter, il y a une hiérarchisation par rapport à ce domaine de la santé. Une hiérarchisation très importante d'ailleurs, parce qu'une fois à l'hôpital, si on est patient, on est confronté à ce manque d'informations par rapport à la hiérarchisation. Même nous, journalistes, on est confrontés à ce manque d'informations. Mais toujours est-il, il est important vraiment d'inviter ces professeurs de savoir un peu comment est hiérarchisé le secteur de la santé. Exactement. Quand même, l'information est très importante dans ce secteur.
secteur-là. Vous l'avez dit, hein, cette hiérarchisation au niveau du personnel, au niveau des hôpitaux aussi, c'est la même charte qu'il faut respecter. Exactement. Au niveau des hôpitaux, selon qu'on soit à un niveau plus bas ou à un niveau plus élevé, il y a déjà de plus en plus, dans les niveaux plus élevés, c'est des universitaires qui sont là-bas. Si vous remarquez bien, dans les CHU, il y a des universitaires qui sont des chefs de service et qui, par ailleurs, continuent leur enseignement chemin faisant avec, sous eux, des assistants, des maîtres assistants, etc., pour continuer la formation, en même temps, venir en appoint au système de santé. Et au même moment, le ministère de la Santé a affecté des médecins de la fonction publique au niveau de ces services qui vont venir renforcer. Des fois, c'est d'abord dans certains hôpitaux, surtout des régions, avant où il n'y avait pas des universités dans les régions, on avait surtout des médecins affectés par la fonction publique, par l'intermédiaire du ministère de la Santé, qui sont dans les hôpitaux. Et ces médecins-là prenaient en charge les malades avec des services bien distincts selon leur spécialité et avec un personnel. Et ce personnel, c'est le personnel paramédical qui va avec les médecins qui sont sur place. Ce personnel paramédical est constitué d'assistants infirmiers, d'infirmiers d'État, de sages-femmes d'État, des techniciens de surface, de brancardiers. Bref, c'est la raison pour laquelle on parle de paramédical, c'est-à-dire qui va avec les médecins. Et on ne peut pas dissocier les deux. L'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est le personnel médical, le personnel paramédical. Tout ce beau monde, à côté de l'administration que vous trouvez toujours dans les hôpitaux, qui vont gérer ces trois items, vont gérer les malades qui vont être admis dans ces différentes structures hospitalières. C'est comme ça que fonctionnent les structures hospitalières, du niveau le plus bas vers le niveau le plus élevé. Il y a l'administration, mais il y a également le personnel médical et paramédical qui, ensemble, gèrent les malades qui vont être reçus au niveau de ces structures-là. D'accord. Et vous l'avez dit, il n'y a plus de cases de santé, par exemple? Non, il n'y en a plus. C'est maintenant... poste de santé, il n'y a plus de cases de santé, poste de santé, centre de santé, pour la pyramide sanitaire. Hein. Et puis après, c'est le niveau 2, le niveau 3. Et puis là, on va acheminer vers le niveau 4. Enfin, nous avons comme information que Dalal Jamm, hôpital principal, vont devenir des niveaux 4 parce qu'ils vont augmenter l'offre de soins. Par exemple, pour Dalal Jamm, je ne prêche pas pour ma paroisse, parce que je suis à Dalal Jamm en même temps. Pour Dalal Jamm, nous allons avoir, en plus des activités dédiées qui étaient communes à pratiquement tous les hôpitaux, nous allons avoir un plus, beaucoup plus élevé. Là, on va acheminer vers la greffe de moelle osseuse et la procréation médicalement assistée. Et donc, le président de la République ayant su tout cela, nous a promis que nous allons vers un niveau 4, de même que l'hôpital principal qui est en train d'avoir d'autres activités de plus par rapport au niveau 3. C'est la raison pour laquelle on s'achemine vers la perfection, entre guillemets, pour dire que l'offre de soins va augmenter pour le grand bonheur des patients, mais également des universitaires que nous sommes, parce que c'est une occasion pour exercer et pratiquer ce que nous avons appris dans nos différentes formations, que ça soit local, au niveau de l'université, ou comme à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de spécialités qui malheureusement n'ont pas de terrain d'exercice. C'est la raison pour laquelle c'est au grand bonheur des universitaires d'avoir d'autres spécialités et également au grand bonheur des malades qui se trouvaient tout le temps être en train d'être évacués parce qu'ils n'ont pas de structure pour traiter correctement un cancer, les cancers du sang par exemple. C'est de la greffe de moelle osseuse qu'il faut. La procréation médicalement assistée pour les femmes qui ne sont pas capables ou qui ont des difficultés à procréer. Bref, ce sont des spécialités nouvelles qui sont en train d'être greffées au niveau des hôpitaux pour le grand bonheur de la population. Et cela va s'accompagner de la législation, bien sûr. Bien entendu. Exactement. En votre qualité d'universitaire, vous nous avez rectifié le pluriel de hôpital, c'est hôpitaux. En tout cas, cette hiérarchisation devrait permettre normalement l'accessibilité de l'information sanitaire. Est-ce que vous qui êtes journaliste, vous faites une émission dans le secteur de la santé, est-ce que la collaboration est souvent facile avec les acteurs de la santé?
Je dirais oui, la collaboration est facile parce que le corps médical s'ouvre maintenant aux journalistes. Et c'est important qu'il s'ouvre aux journalistes parce que souvent on a besoin de certaines informations. On ne peut pas créer l'information, on va vers l'information. Ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'il y a une association pour les journalistes en santé, population et développement. Une association très bien structurée qui permet aujourd'hui aux journalistes spécialisés en santé de pouvoir profiter de formation et de pouvoir vraiment accéder à la bonne information et comment faire pour accéder à cette bonne information. Parce que c'est votre première source quand même, le personnel. Voilà, c'est ça. Donc, une fois le personnel soignant est là, on a accès à eux. Vous les appelez, ils vous répondent et souvent, ils répondent à toutes les questions. Et je trouve qu'il n'y a pas une rétention d'informations, sauf s'il y a une crise sanitaire peut-être. Mais par rapport à la hiérarchisation, par rapport à tout ce que vient de développer le professeur, je crois que les journalistes ont accès à cette information aujourd'hui. Et c'est tout bénéfique pour nous aussi. Exactement. Au-delà de l'information, il y a les termes médicaux. Exactement. Dans le système sanitaire, là, souvent, ce n'est pas difficile même à prononcer. Bon, ça dépend. Parce que moi qui suis journaliste, je fais des émissions maintenant, ça fait 10 ans, des émissions en santé. Donc, je dirais que je ne suis pas totalement profane dans le système sanitaire. Donc, on s'habitue avec le jargon. Voilà, on s'habitue. Et puis, je crois que quand on est journaliste et qu'on est spécialisé, il faut avoir un minimum de bagages. Un minimum de bagages qui nous permet de comprendre certains termes d'ailleurs. Et souvent, on me taquine à la télé. Quelqu'un qui a mal vient vers moi pour me dire que Bintou, j'ai ceci, j'ai cela. Est-ce que je peux avoir une prescription? Je lui dis non, je ne fais pas d'usurpation de fonction. Je peux peut-être... Parce que c'est souvent dangereux même. Voilà, c'est hyper dangereux. Donc, je n'ai pas cette capacité-là. Donc, ça me permet, je les aide un peu à référer, aller vers cette structure de santé et autres. Mais c'est toujours important qu'il y ait une collaboration franche entre le système de santé et les journalistes. Parce que l'information, c'est nous qui la relayons. Et c'est important. Exactement. On reviendra sur les angles de traitement, les besoins en information des populations. Professeur, est-ce que vous aussi, vous êtes accessible pour les journalistes? Des fois, elle a voulu nous jeter un peu la fleur, mais des fois, c'est difficile. Hein? Les journalistes nous taquinent en nous disant vous êtes inaccessible. Mais on a compris maintenant, parce que comme le disent les Wolofs, et puis on a vu qu'effectivement, il y a beaucoup à la limite, je ne veux pas parler de ce terme de charlatan, entre guillemets, la médecine traditionnelle. Je ne suis pas contre la médecine traditionnelle, mais pour les télés, je fais peut-être un petit plaidoyer. Parce qu'il y a beaucoup de plateaux qui offrent des soins. Parce qu'ils sont d'ailleurs plus accessibles. La raison est toute simple. Étant plus accessibles, ils vont naturellement aller... Vous leur laissez le terrain quand même. Voilà, à un moment, on s'est ressaisi, on se dit, il ne faut quand même pas qu'on leur laisse trop de terrain parce que nous récoltons toutes les conséquences de cette médecine traditionnelle, entre guillemets, qui en réalité elle est efficace, mais le seul souci c'est qu'on a des soucis par rapport au dosage des médicaments. Et donc le gros problème c'est qu'on récolte tous les effets secondaires de cette médecine traditionnelle-là avec des patients qui viennent dans des tableaux d'insuffisance rénale, qui vont être dialysés, qui n'ont pas les moyens et qui vont mourir, avec des tableaux d'atteinte hépatique extraordinaires, d'atteinte hématologique, etc. Et tout ça, c'est peut-être notre faute à nous parce qu'on n'a pas voulu s'ouvrir. Mais de plus en plus, on s'ouvre aux médias. On ne veut pas être trop médias parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans nos hôpitaux. La preuve, quand on fréquente trop souvent les plateaux télé, on se dit, mais celui-là, est-ce qu'il n'a pas de travail à l'hôpital? Voyez un peu le dilemme. Et donc, finalement, on le fait. C'est surtout Covid qui nous a ouvert les yeux d'ailleurs. Avec la pandémie à Covid-19, on s'est dit, si jamais on ne parle pas à la population, qui mieux que nous peut s'adresser pour leur donner tout ce qu'il y a comme cause, la bonne information, les conséquences, etc. etc. C'est comme ça, peut-être, depuis quelque temps, on essaie de s'ouvrir aux médias en essayant de ne pas également être trop présent dans les médias. Et la preuve, c'est que exactement, vous êtes actuellement sur le plateau à une heure tardive. L'appréciation globale du système sanitaire au Sénégal, c'est bon.
par rapport à la sous-région? Peut mieux faire. Par rapport à la sous-région, ça va. Mais on est dans l'excellence. On est dans l'excellence. On a l'habitude quand même ici au niveau du pays de tout faire de manière excellente. Pas plus tard que ce matin, on était en train d'élaborer, de finaliser, ou plutôt de voir comment faire pour diffuser un guide sur l'antibiothérapie au Sénégal. Un guide national. Pour continuer la formation par rapport aux prescripteurs. Pour vous dire que de plus en plus, nous, ce qu'on veut, ce qu'on voudrait, c'est aller vers les normes internationales. Ne pas se contenter de peu de ce qu'on a. Parce que les connaissances sont là, les spécialistes sont là. Je sais qu'on reviendra tout à l'heure sur les spécialisations. Les spécialistes sont là. De plus en plus, on a des hôpitaux de niveau 3 pratiquement dans toutes les régions du Sénégal. Le personnel, il est là. Peut-être en nombre insuffisant, parce que selon les ratios de l'OMS, on est en deçà de ce que l'OMS veut par rapport à la population dans une contrée donnée. On est en nombre insuffisant. Pourtant, la main-d'œuvre est présente. Elle est là. Le DSS forme beaucoup. Beaucoup pour infirmiers, la faculté de médecine, pareil pour les médecins. Mais comment faire pour les résorber dans le système sanitaire, pour qu'on ne parle pas de déficit en médecine, parce que la faculté de médecine quand même forme minimum 100 à 200 médecins par an. Pourquoi on est toujours dans ce déficit en médecins, en personnel sanitaire de manière générale, dans nos hôpitaux et centres de santé, hôpitaux niveau 2? Souvent, c'est vous qui êtes les médecins qui refusez d'aller, par exemple, dans les contrées. Ça, c'est une des explications qui n'est pas forcément la vraie explication. En réalité, combien de médecins on recrute par an? Pas beaucoup. Si on avait une coopération entre la fonction publique et le ministère de la Santé pour dire chaque année, le nombre de médecins qui sortent, je les prends. Mais il y a des médecins qui sont inscrits, qui ne sont pas encore recrutés, qui sont inscrits depuis peut-être 2-3 ans. Mis à part le fait qu'on peut des fois affecter un médecin à Fongolimbi qui dit que je n'ai pas les conditions et il a le droit de dire je ne veux pas y aller. Moi, je pense que c'est à nos tutelles de voir comment faire pour intéresser le plus ces médecins-là qui quittent tout pour aller dans des zones les plus reculées. Les motiver au moins. Les motiver. C'est une sorte de motivation. Par exemple, le médecin, on pourrait dire, le médecin qui sort, qu'on affecte à Fongolimbi, qu'on lui donne une maison de fonction, qu'on lui donne une voiture de fonction. Souvent, c'est le cas. Il y a même les populations souvent qui s'organisent pour héberger. Pour héberger, ce sont les populations qui, parce qu'ils sont tellement heureux d'avoir un personnel de santé qui accepte finalement de venir dans des contrées très lointaines. Et de plus en plus, je sais que nos plus jeunes, au niveau de l'université, on les forme, on les prépare à ce qu'ils puissent regagner, rejoindre les zones les plus reculées, parce que c'est quand même notre sacerdoce, traiter les malades. Et je sais qu'également au niveau du ministère de la Santé, quand on t'engage, tu signes un engagement quinquennal pour dire que tu dois rester au moins 5 ans avant de bouger. Si on t'affecte par exemple... Surtout. Quand on t'affecte quelque part, tu dois rester 5 ans avant de dire je veux revenir sur Dakar ou quelque chose comme ça, histoire de régler les problèmes ponctuels de la zone. Et je sais que vraiment beaucoup d'efforts sont en train d'être faits par rapport au ministère de la Santé, par rapport à l'enseignement supérieur, mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour qu'on puisse améliorer notre système sanitaire. Exactement. Parmi ce qui reste, est-ce qu'il n'y a pas l'humanisme? Parce que souvent, ce que l'on voit à l'actualité au Sénégal, le corps médical est pointé du doigt des erreurs, une prise en charge défaillante souvent. Les prises en charge, en réalité, en médecine, c'est... Entre patients et médecins, ce n'est pas souvent facile. C'est très difficile. Il faut l'analyser sous différents angles. Obligation de moyens et non obligation de résultats. C'est ça la médecine. Obligation de moyens et non obligation de résultats. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le médecin a besoin d'un minimum de moyens. Vraiment, il faut mettre les médecins à l'aise. On ne peut pas créer ou inventer un diagnostic sans pour autant qu'on ait, par exemple, une radiologie simple. Tu ne peux pas dire que quelqu'un a une fracture de l'os sans pour autant pouvoir faire tu ne peux pas regarder comme ça une fracture. Il faudrait au moins que tu aies une radiographie qui te dise exactement la fracture, elle est là, elle est ouverte, elle est déplacée ou pas. C'est la raison pour laquelle on parle d'obligation de moyens. Maintenant, il y a certains médecins qui se disent que j'ai des moyens ou pas, il faut que je traite.
mais à notre plus grand détriment. Oui. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé au niveau de Linguère, par exemple. Ouais. Le médecin qui a voulu tout faire pour avoir une unité de crèche, sans pour autant qu'elle ait le matériel. Et ce qui s'est passé, c'est des courts-circuits qu'elle ne maîtrisait pas. Vous voyez un peu. Des fois, tu veux bien faire et tu copes les conséquences. Et donc finalement, il faudra que les tutelles nous aident à mettre les médecins dans de meilleures conditions d'exercice. Un médecin ne peut pas faire bac plus 8 minimum. Nous autres, bac plus 20, je ne sais pas combien. Et puis ne pas avoir le minimum. Un plateau technique bien fourni pour bien prendre en charge, les patients. C'est le minimum. Bintou, professeur, c'est dédouané, mais souvent il y a des rapports heurtés entre le corps médical et les populations. Qu'est-ce qui est à l'origine souvent? Voilà, je rejoins professeur parce qu'elle a raison quand elle dit que il y a un problème quand même de plateau technique, il faut le relever. Dans les coins les plus reculés aujourd'hui du pays, on a des joyaux. Les structures sanitaires qui se trouvent là-bas, c'est des joyaux très jolis et tout, mais est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des structures sanitaires de haut de gamme et ne pas avoir le plateau technique? Parce qu'aujourd'hui, je crois que notre pays doit dépasser cette situation alarmiste, cette situation qui ne nous met pas à l'aise par rapport à la prise en charge. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on doit être en mesure de traiter toutes les pathologies, quelle que soit la pathologie, parce que les ressources humaines sont là. Quand on quitte le Sénégal pour visiter un peu les pays du Maghreb, on verra que les plateaux techniques sont très relevés par là-bas. Et pourtant, ils sont formés à... Voilà, justement, c'est ce que je voulais dire. Ils sont formés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour dire que les ressources humaines sont là. C'est le plateau technique qu'il faut relever. Quand je parle de plateau technique, je fais un clin d'œil un peu au Maroc, par exemple. Un pays très souverain. Le roi du Maroc, quand il doit subir une opération, il le fait à l'intérieur de son pays. Les évacuations coûtent combien à l'État du Sénégal? C'est des évacuations qui coûtent hyper cher à l'État du Sénégal. Et à l'État et aux patients même. Tout à fait. Maintenant, si on prend l'argent de ces évacuations-là, on renforce les plateaux techniques, on pourra aujourd'hui parler de souveraineté sanitaire. Donc, il faut vraiment revaloriser le système de santé, revaloriser les plateaux techniques et cela pourra permettre aux populations sénégalaises d'être à l'aise dans la prise en charge. Parce qu'il faut le noter, il y a beaucoup de pathologies, il y a beaucoup de pathologies qui fatiguent les Sénégalais. Ils n'ont pas de prise en charge correcte, ils n'ont pas de suivi correct et tout cela est lié à un plateau technique déficitaire. Est-ce que aussi des fois les populations n'attendent pas le dernier moment pour aller solliciter les médecins par exemple? Une maladie qui nécessite un plateau technique beaucoup plus élevé et qu'on sollicite un district sanitaire aussi. D'accord. Moi, je crois qu'à ce niveau, il faut quand même que les médecins, le personnel soignant, souvent sortent pour faire de la prévention. Parce que quand on appartient à un pays pauvre, il faut focuser sur la prévention. Exactement. Il faut vraiment focuser sur la prévention parce qu'aujourd'hui, il y a des maladies qui sont là. Quand j'évoque la question de l'hypertension artérielle, c'est une maladie évitable, professeur. Je parle sous le contrôle de professeur. Quand on parle de l'insuffisance rénale, souvent c'est évitable, professeur. Il y a des cas où ce n'est pas évitable, mais souvent c'est évitable. Quand on parle de diabète, le diabète de type 2, souvent c'est évitable. Surtout dépister tôt. Voilà, se dépister tôt et vraiment des communications de sensibilisation à l'endroit des populations. Parce que moi, je me dis que souvent, les populations ne savent pas, ne connaissent pas la bonne information. Donc, si on a un personnel qui est là, prêt à toujours communiquer avec les populations, surtout par rapport à la sensibilisation. Aujourd'hui, on note des patients très fatigués et qui ne parviennent pas à se prendre en charge. Les patients du cancer, le professeur l'a évoqué, le cancer du sein qui est aujourd'hui le premier ou le deuxième cancer au Sénégal, un cancer qui fatigue les femmes. Donc, il y a qui pourtant dépister tout peut-être. Voilà, donc le problème de dépistage précoce, ça dépend du personnel soignant. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas leur corps. Beaucoup de
gens n'ont pas cette éducation. Donc, tu peux avoir quelque chose, et d'autant plus que maintenant, on peut dire que la plupart de ces maladies-là sont silencieuses. Donc, une fois que tu vois des symptômes, c'est parce que c'est à un stade très avancé. Donc, il faut vraiment une communication de sensibilisation. Au-delà de la communication, est-ce qu'il n'y a pas un secteur qui est négligé? C'est l'orientation. Souvent, dans nos hôpitaux, on n'arrive pas à s'orienter. On s'approche d'un médecin pour prendre des informations, alors que moi, par exemple, j'ai visité Gaspard Camara, mais dès l'entrée, il y a une personne qui est préposée à l'orientation. Est-ce que ça aussi ne devrait pas faciliter aux populations la prise en charge? Depuis un certain nombre d'années, on a noté que dans les différentes structures de santé, il y a la cellule de communication qui est présente. Et c'est très important parce que cette cellule de com joue un grand rôle. Un cellule de com, les journalistes appellent directement à la cellule de com pour avoir certaines informations, mais il faut noter que cette cellule de com aussi, elle est limitée en termes d'informations sanitaires. Maintenant, je crois que... Souvent, ce n'est pas des personnes qui assimilent même le... Voilà. Et souvent, ce n'est même pas des communicants qui sont affectés à ces services de com, mais c'est quelqu'un qui travaillait dans l'hôpital, maintenant qui a une certaine expérience de comment se passe, de comment ça se passe même à l'intérieur de l'hôpital, qui joue, qui fait office de chargé de com. Alors qu'un chargé de com doit être quelqu'un qui a été bien formé, qui maîtrise les tenants et les aboutissants, qui maîtrise le système sanitaire. Maintenant, on est confronté à des chargés de com. Certains chargés de com maîtrisent bien ce qui se passe à l'intérieur de ces structures de santé. D'autres ne maîtrisent pas. Donc, le rôle, c'est simplement de faciliter l'entrée du journaliste dans cette structure. Donc, il devait peut-être pousser un peu. Et si même ça nécessite des formations, que les chargés de com soient formés sur beaucoup de questions relatives à la santé. Exactement. Professeur Bintou l'a dit tout à l'heure, avec les pathologies-là que vous fréquentez à l'hôpital, en Afrique, au Sénégal en particulier, quelles sont ces pathologies-là que nous faisons face? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est surtout les maladies chroniques. Le gros problème actuellement... Souvent, on parle souvent de diabète. Voilà, exactement. Ce sont des pathologies chroniques qu'on appelle les maladies non transmissibles, qui sont le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers, les maladies chroniques, entre guillemets, qu'elles soient héréditaires ou pas, drépanocytose, etc., etc. Ce sont des pathologies pour lesquelles il faut faire beaucoup de prévention, beaucoup de communication pour mieux les prendre en charge. Parce qu'on se rend compte que ce sont des pathologies qui peuvent avoir des conséquences dramatiques, voire mortelles chez la personne qui les a. Si cette personne-là n'est pas au courant de comment faire pour éviter, pour faire de la prévention secondaire, parce que la prévention primaire étant dépassée, cette prévention primaire, on la ferait au sein de la population qui n'est pas encore hypertendue ou diabétique, pour, par exemple, insister sur l'alimentation, l'éducation physique, le bien-être, etc., pour éviter la survenue d'hypertension ou de diabète. Mais une fois que ces pathologies sont là, ce qu'on fait, c'est de la prévention secondaire, c'est-à-dire comment faire pour éviter les complications qui sont des conséquences de cette évolution mal suivie de ces patients qui présentent un diabète ou une hypertension artérielle. Parce qu'on se rend compte que ce sont des patients qui vont évoluer vers l'insuffisance rénale, que ce soit l'hypertension ou le diabète. Et cette insuffisance rénale, malheureusement, c'est vrai que la dialyse est à la limite gratuite, mais les intrants ne sont pas encore gratuits, etc. Vous voyez un peu. Et donc, c'est pas toute la population qui en bénéficie. Quelle est la population qui est-ce qu'on a suffisamment de machines? C'est un début. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, autant dans le cadre des maladies chroniques que dans le cadre du cancer, d'ailleurs qui fait partie de ces maladies chroniques, avec la chimiothérapie gratuite. Je vous assure, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le système sanitaire. Ce qu'on est en train de faire là, sur ce plateau, c'est de voir comment améliorer nos acquis. Parce qu'il ne faut pas quand même qu'on dorme sur nos lauriers, qu'on se dise qu'on a dépassé la sous-région. C'est vrai. Quelque part, on a dépassé la sous-région parce qu'il y a beaucoup de patients venant de la sous-région qui viennent se faire soigner ici au Sénégal. Mais on peut mieux faire. Nous autres, on sait qu'on peut mieux faire si on met encore, si on améliore encore nos conditions. Et peut-être pour revenir surtout par rapport à ce que Binta vient de dire,
La prévention, c'est vrai. La prévention par le milieu médical, c'est vrai aussi. Mais également, n'oublions pas la société civile. Et entre autres, je suis là en tant que également membre de la société civile parce que je suis la présidente de l'Association des femmes médecins du Sénégal. C'est un ensemble d'acteurs. C'est un ensemble d'acteurs. Ce n'est pas seulement les médecins, c'est la société civile. Dans cette société civile, il y a des regroupements. Les médecins se sont regroupés, les Badjanougor, etc. On s'est rendu compte qu'il faudrait qu'on fasse participer la population dans la prise en charge de sa propre santé. Parce que si on y va les yeux fermés, on leur impose des choses, ça peut ne pas marcher. Il faudrait qu'on insiste sur chaque problème particulier que pose une population donnée. Par exemple, les problèmes sanitaires de Guédiawaye ne sont pas forcément les mêmes problèmes que Kédougou, ne sont pas les mêmes problèmes que vers le nord, ou peut-être qu'il y a beaucoup de bilharziose, ou ce n'est pas la même chose que vers le sud, où il y a tel le paludisme, etc. etc. Et c'est la raison pour laquelle, de plus en plus, nous, au sein de l'association des femmes médecins, et puis d'ailleurs depuis tout le temps. Je rappelle que c'est quand même une association qui est vieille de plus de 30 ans. On est là depuis 1990. On est plus de 500 femmes, médecins, quand même, avec peut-être des femmes qui sont plus actives aux alentours de 150-200, qui sont vraiment actives dans l'association, avec une tranche jeune. On a commencé déjà à recruter les femmes médecins depuis l'université pour renouveler, parce que ce seront ces femmes-là qui vont prendre la relève. Et donc, cette association-là a vraiment pour rôle, parmi ses rôles d'ailleurs, de participer à la politique nationale sanitaire. On nous a vus un peu partout, lors des épisodes de choléra d'avant, lors des épisodes de Covid récemment, là, on a été partout et on fait partie du Comité national de gestion des épidémies du ministère de la Santé. Et donc, c'est la raison pour laquelle, de plus en plus, au niveau de ces associations de société civile, nous faisons partie, nous avons des projets. Parmi ces projets-là, il y a le projet 3 Cap Santé, que l'on est en train d'exécuter. C'est la coordination, c'est un cadre de coopération, de coordination et de coopération des acteurs de plaidoyer dans le cadre de la santé au Sénégal. Ça s'appelle 3 Cap Santé, qui a été financé par l'USAID. Et l'AFEMS fait partie de ce pool gouvernance-là pour voir comment faire pour capaciter les femmes au niveau des OCB, comment les capaciter pour mieux prendre en compte, mieux prendre en charge leur propre santé. Et c'est la raison pour laquelle nous allons même vers un forum national sur la gouvernance en santé, avec, pendant ce forum-là, une table ronde qui sera dédiée à la verticalisation. Et on reviendra sur ça. Je vais insister sur les pathologies. Est-ce que là où vous n'avez pas réussi à finalement faire peur à la société sénégalaise, souvent quand on vous entend parler de diabète, de cancer, c'est avec des mots forts, avec des symptômes qui souvent font peur les Sénégalais? Ça fait extrêmement peur. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, j'insiste sur cette multidisciplinarité pour la prise en charge des malades. Ce n'est pas que le médecin en tant que tel qui vient dire, donner ces mots un peu lourds, qui ne, voilà, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, on va lui dire, par exemple, néphropathie diabétique. Il est là à ouvrir le dictionnaire, c'est quoi? Peut-être qu'il y a diabétique à côté, néphro, etc. Mais il faut baisser le niveau, que les gens comprennent. Et même avant cela, on a eu l'expérience de la Covid-19 avec la nécessité de faire intervenir les socio-anthropologues. Pour savoir comment parler. Comment communiquer. Surtout. On communique mal, nous les médecins. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre formation. On a besoin de tout un chacun pour mieux gérer notre santé. Les socio-anthropologues pour nous dire la population, les attentes de la population, c'est eux qui ont étudié la population. On l'a vu lors de Covid. Quand on vient vers la population sans pour autant avoir ces notions de socio-anthropologie, le message ne passera pas. Et on s'est rendu compte que quand on prend par exemple quelqu'un, par exemple un grand lutteur dans un quartier, je ne veux pas citer un nom pour ne pas créer de jaloux, parce que j'en ai quand même des... Vous voyez un peu, quand on lui dit de faire des actions de plaidoyer, son message passera mieux que nous autres qu'on ne connaît pas dans le quartier et qui venons leur dire allez vous faire vacciner. Alors qu'un autre lutteur qui est connu, réputé... Par proximité ou par affinité. Et on s'est rendu compte que c'est comme ça que le message passait. Et donc finalement, ce n'est pas que le médecin qui peut jouer ce rôle, c'est toute la population. C'est là où je veux vraiment en venir. Nous avons besoin de tout un chacun
pour faire comprendre à la population l'importance de prévenir que de guérir. Exactement. D'où l'importance de confrères comme Bintou Kane, vous qui faites une émission sur la santé. Quelles sont souvent vos orientations, les besoins des populations en termes d'information? Comment est-ce que vous réglez tout ça pour leur offrir un plateau adéquat? Voilà, déjà pour offrir un plateau adéquat, il faut que le langage soit très profane, accessible. Par exemple, quand on a en face de nous un médecin qui va utiliser des termes lourds, on va faire un briefing avant de commencer l'émission et de lui dire, docteur, on parle à une population très profane, une population qui ne s'y connaît pas. Et nous, journalistes, il nous arrive même de poser des questions très profanes, très terre à terre. C'est ça. Pas pour soi, mais pour celui qui nous regarde. Et c'est important parce que c'est pas nécessaire de faire une émission d'1 heure de temps, une émission de 30 minutes pour amener des termes qui ne passent pas parce que les populations ne comprendront jamais. Et c'est l'importance vraiment de faire ces émissions, de faire ces sorties-là et que le journaliste même qui fait ces émissions ou qui interviewe un médecin soit en mesure d'avoir un background qui lui permet en tout cas d'alléger les mots assez lourds que peut dire le médecin en face. Donc je crois que c'est important tout le temps de communiquer avec les populations, de sensibiliser les populations. Parce que tout à l'heure on a parlé aussi des maladies chroniques qui sont très présentes. Les maladies chroniques, comment lutter contre ces maladies chroniques-là? Il faut revenir sur les mesures d'hygiène de base. C'est important. L'exemple de la Covid, Madame Diaye. Voilà, je vais en venir parce que la Covid a montré vraiment que les Sénégalais ont beaucoup de limites par rapport à beaucoup de choses. Et l'éducation sanitaire. Tout à fait, tout à fait. Et je reviens aux maladies chroniques, comme je le disais tantôt. C'est des maladies, les gens ne maîtrisent pas certaines choses. Parce qu'une fois, j'ai invité professeur Gallo, neurologue, qui me disait, pour faciliter les choses à son enfant, il faut lui demander de manger moins sucré, de manger moins salé et de manger moins gras. Donc, si l'enfant commence par manger moins sucré, moins gras, moins salé, l'enfant va grandir comme ça. Maintenant, si on a l'habitude de cuisiner très, très gras, très sucré, très salé, on ne fait pas de sport, on mange à n'importe quelle heure, on n'a pas un comportement, on n'a pas un comportement alimentaire adéquat. Et souvent, c'est bon de le rappeler dans les émissions aussi, que aujourd'hui, les gens vous diront que c'est une question de moyens. L'alimentation est une question de moyens. Parce que l'alimentation joue un rôle déterminant dans la santé de la personne. L'environnement joue un élément important. Maintenant, si on simplifie les choses, on dit à la personne, quand tu as du jujube, je vais m'exprimer peut-être en wolof, quand tu as du siddiem, quand tu as du solom, quand tu as du bouille, quand tu as du bissap, c'est des produits, c'est des fruits locaux au même titre que les autres fruits. La mangue que nous avons, plus accessible que les bananes. Voilà, plus accessible. À 100 francs, tu peux avoir un dessert très fourni, un dessert très bon pour la santé. Maintenant, la banane que nous avons, la mangue que nous avons, les fruits que nous avons, nous permettent d'avoir une alimentation équilibrée. Maintenant, après faire du sport. Donc, je crois qu'il est important de faire cette sensibilisation à l'endroit des populations et que les populations aient vraiment accès à l'information. Parce que souvent, je fais une petite digression, quand je fais mes émissions, souvent j'ai mal. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que la personne est malade, la personne est dans cette situation parce que la personne ne savait pas à qui s'adresser. Et c'est important. C'est primordial l'information. C'est primordial. Par exemple, il m'arrive de faire des émissions, des gens qui m'appellent dans les coins les plus reculés du pays pour me dire que mon enfant a les mêmes symptômes. Donc, c'est des choses à revoir. Et puis, les médias, en tout cas, intègrent les émissions de santé, intègrent le volet santé dans leur programme, parce que c'est très important. Les populations en ont besoin. Et quand je traite aussi souvent certaines pathologies
professeur, je vois qu'il y a des maladies rares, comme les myopathies. Les malformations, là, souvent. Voilà, les myopathies, les malformations, il y a l'hémophilie. Par exemple, quand on prend le cas des hémophiles, leur médicament n'est pas commercialisé au Sénégal. Donc, c'est des gens qui envoient leurs ordonnances souvent? Non, c'est des dons qu'on les envoie. S'il n'y a pas de dons, il n'y a pas de prise en charge. Et c'est nombreux. Il y a de nombreuses maladies aujourd'hui qui bénéficient de dons pour avoir une prise en charge. Et je crois que c'est important que l'État du Sénégal redouble d'efforts. Des efforts doivent être faits à ce niveau-là. Parce que c'est des gens qui souffrent énormément, qui n'ont pas de fenêtre pour parler. Et c'est ce genre d'émission, en tout cas... Pour porter la voix de ces personnes-là. Et on aura l'occasion de parler de la politique sanitaire, de l'action des pouvoirs publics, notamment les ministères de tutelle, le ministère de la Santé et de l'Action sociale. On va parler de la législation et de la formation professeur, parce que être médecin aussi, personnel soignant, c'est une formation. On a ici à Dakar l'université Cheikh Anta Diop, la faculté de médecine. Est-ce que, voilà, la formation est bonne, la IRSation, parce que souvent on voit à tout coin de rue des écoles de formation, 2 ans, 6 mois, pour devenir aide-soignant, infirmier, sage-femme et autres. Est-ce que là, on n'a pas régressé dans la formation? Non, je dirais non. C'est l'évolution naturelle des choses. Ce sont des écoles privées à côté de l'université Cheikh Anta Diop qu'on connaît. Mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres facultés de médecine qui sont ouvertes dans les régions. C'est Assane Seck de Ziguinchor, il y a UFR Santé là-bas. C'est au niveau de Thiès avec l'université Iba Der Thiam. C'est Saint-Louis, Gaston Berger. Ça, c'est toujours l'État. Hein, à Dakar, par exemple, tout ça, on voit des écoles. C'est 5 universités publiques qui forment des médecins. Et à côté, vous avez des universités privées qui forment également des médecins. Et à côté, vous avez une structure publique également qui forme des infirmiers, l'École nationale de développement sanitaire et social, qui est maintenant incorporée au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, récemment. Et à côté de cela, vous avez également des écoles privées qui forment du personnel paramédical. Il y en a beaucoup. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il va falloir être beaucoup plus vigilant par rapport à la formation. Parce que des formations, vous faisiez 6 ans, 12 ans, 20 ans, maintenant c'est 6 mois, 3 ans. Pour les infirmiers, il faut vraiment qu'on y arrive, parce que là où le bas blesse, je pense que c'est là-bas, c'est côté paramédical avec les infirmiers, aides-soignants, etc. Parce que ce sont ces personnes-là qui sont au devant de la scène quand on reçoit d'abord le malade. Et pour peu que ce personnel soit mal formé, vous voyez toute la répercussion par rapport au suivi, à la prise en charge du patient. Je pense que ce sera vraiment quelque chose d'actuel qu'il faut faire, que d'auditer toutes ces écoles qui voir leurs agréments, un tout petit peu partout. Autorisations et autres. Exactement, voir par rapport à l'ANAQ-Sup, la structure qui est chargée de voir la qualité, d'assurer la qualité par rapport à ces écoles-là. Pourquoi? Voilà, exactement. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, voir vraiment la qualité de la formation, uniformiser cette formation, que ça soit au niveau public comme privé, qu'on y enseigne la même chose, qu'on n'ait pas des formations à 2 vitesses différentes, parce qu'il nous faut vraiment uniformiser. Et le perdant, ce sera certainement le malade. Vous avez fait le même constat, Bintou Kane, à Dakar, il y a beaucoup d'écoles, d'instituts qui forment des personnels de la santé. Tout à fait. Il y a une prolifération des écoles. Des écoles, souvent, on ne comprend même pas l'objectif de ces écoles-là. Maintenant, professeur l'a dit, une fois dans une structure de santé, vous rencontrez l'aide-soignant, vous rencontrez quelqu'un peut-être qui n'est même pas capable souvent de vous orienter par rapport à votre maladie. Et je crois que ça doit se régler au niveau même de la structure sanitaire et essayer de bien hiérarchiser les choses, essayer surtout de veiller à l'accueil.
Parce que c'est important. C'est la première prise en charge du Voilà, la prise en charge. L'accueil, c'est important. Voilà, la prise en charge, elle est d'abord psychologique. Ouais. Par exemple, un malade mal reçu et un malade vraiment psychologiquement qui est atteint. Exactement. Donc, il faut veiller à ça. Et je crois que ça, c'est au niveau des structures de santé même. Maintenant, si je parle de la formation, moi, je parlerai plutôt de la spécialisation. Ouais, c'est aussi important. Nos médecins doivent être spécialisés. La spécialisation coûte cher. La spécialisation n'est pas accessible pour nos médecins. Et les nouvelles maladies qu'on retrouve actuellement, il faut que les médecins se spécialisent pour mieux prendre en charge. Même s'il y a l'État qui souvent accompagne les médecins par travers des bourses et autres. L'État avec ses partenaires techniques et financiers qui régulièrement vous disent chaque année, il y a par exemple la fondation telle qui donne des bourses à hauteur de tel pour tel nombre de médecins en spécialisation. Mais ça reste insuffisant. On ne peut pas se contenter des bourses que donnent les PTF, les partenaires techniques et financiers pour... Voilà, par exemple, cette année, il y a eu une fondation qui a donné, par exemple, 20 bourses. 20 bourses sur combien de médecins qui viennent de prêter serment pour être des généralistes. C'est vrai, on a besoin de généralistes, mais on a également besoin de spécialistes. Les spécialistes pour gérer toutes ces maladies chroniques-là. Tout à l'heure, elle a parlé d'hémophilie. Elle a parlé de pathologies rares. Ces pathologies rares-là, je pense qu'il faudra encourager ces spécialisations pour pouvoir les diagnostiquer et les prendre en charge. Bien souvent, quand on tombe sur une pathologie rare neurologique, par exemple, comme les myopathies et autres, on va se dire c'est des génies. C'est des djinns entre guillemets, alors que c'est purement médical. Et donc, s'il y avait, par exemple, des spécialistes un peu partout, on allait peut-être poser les diagnostics et aider ces familles-là à accompagner leurs enfants, même si c'est des maladies qui seront peut-être mortelles dans le long ou moyen terme. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment insister sur la spécialisation des médecins, les aider à bien être formés. Vraiment aider les médecins à bien être formés, augmenter le nombre de spécialités, regarder les priorités en santé. C'est ça qui nous manque le plus souvent. Il faut voir qui est prioritaire. Et finalement, on se rend compte que tout est prioritaire dans ce système sanitaire. Donc, comment faire pour résorber le gap, voir comment, je ne sais pas moi, regarder tout ce qui est organisme et même dégager un budget, ministère de la Santé, ne pas seulement se contenter des partenaires pour la spécialisation. Je me dis qu'il faudrait qu'on dégage un budget pour former le personnel médical. Plus le personnel médical est bien formé, mieux on prendra en charge les malades. D'accord, et c'est bien d'introduire ce dernier point de cette émission, c'est la gouvernance sanitaire. Souvent, voilà, la gestion même de nos hôpitaux, souvent les directions ne sont pas confiées à des acteurs du secteur, c'est des administrateurs qui ont souvent des relations conflictuelles avec le personnel sanitaire. Malheureusement, c'est fréquent, on voit ça de plus en plus. Comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est l'administration et c'est le corps médical. Ces deux corps doivent travailler de concert pour le grand bonheur du malade. Il n'est pas question d'avoir, par exemple, quelqu'un qui est là que pour ses intérêts personnels, en sachant que nous autres médecins qui sommes là depuis des années, c'est peut-être notre lieu de travail, on est obligé de rester pendant longtemps. Mais malheureusement, des fois, on a des directions d'hôpitaux qui, voilà, exactement, et c'est des tensions à n'en plus finir. Et chacun qui vient, qui veut recruter, voilà. Souvent aussi, c'est vous qui êtes jaloux souvent de ces administrateurs. Ce n'est pas une question de jalousie. Moi, personnellement, comme j'ai l'habitude de dire, je ne veux pas faire bac plus 20 et me dire je vais devenir directeur d'hôpital. Je ne peux pas. Peut-être que d'autres, oui, c'est peut-être ce qu'ils veulent. Mais en réalité, toute personne qui a des capacités de diriger, qu'il soit médecin ou pas, je suis d'accord qu'il dirige un hôpital. Mais il faudrait qu'on gère, qu'on mette les points sur les i par rapport à cette bonne gouvernance sanitaire. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il faudrait qu'il y ait une bonne gouvernance. Cette bonne gouvernance, c'est depuis le niveau central jusqu'au niveau périphérique. Cette bonne gouvernance sanitaire, c'est nous tous. C'est les médecins, c'est l'administration, c'est la société civile, c'est la population qui est bénéficiaire. On ne peut pas venir gouverner quelqu'un sans pour autant demander à cette population-là ce qu'elle veut réellement. C'est la raison pour laquelle je parlais de bonne gouvernance qui nécessite plusieurs choses. Il faut décentraliser.
à côté de la centralisation, il faut décentraliser. Il faut une multisectorialité. Il faut une prise en charge pluridisciplinaire. Ce n'est pas quelqu'un au niveau central qui vient dire « je gère ». Non, la population également a son mot à dire. C'est là où j'en parlais tout à l'heure par rapport à la verticalisation. C'est le fait d'aller dans la population cible et de demander à cette population ce dont elle a besoin. Et de gérer ou de venir en aide par rapport aux besoins de la population. Et c'est ce concept One Health qui est encore développé. C'est pas que la médecine pure et dure. Une gestion inclusive. C'est une gestion inclusive. On ne peut pas venir dire je traite le paludisme en donnant, je ne sais pas moi, des médicaments, sans pour autant qu'on se dise, regardez, côté sanitaire, est-ce qu'il y a des flaques d'eau? Est-ce qu'il y a beaucoup de moustiques? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est une gestion. C'est cet ensemble-là qui nous permet d'avoir une meilleure... C'est ça la gouvernance en santé. Bintou Kane, n'est-ce pas, vous avez fait le même constat, souvent la gouvernance sanitaire est défaillante. On a vu tous ces rapports-là qu'on a constatés au niveau de la gestion de la Covid, souvent dans nos hôpitaux aussi. La gestion financière oppose le personnel à l'administration. Oui, souvent, on entend beaucoup parler de ce type de problème. Tout à l'heure, je n'étais pas d'accord avec vous quand vous dites qu'on doit confier la direction de l'hôpital à forcément quelqu'un qui appartient au système. Je dirais non. Je dirais non. Par exemple, quelqu'un peut être économiste, quelqu'un peut être vraiment administratif et gère mieux l'hôpital qu'un acteur de la santé. C'est que le risque, souvent, c'est les médecins qui... Voilà. Non, non, je crois pas le travail à ses administrateurs. Non, je crois que tout cela, c'est une question de communication. Tout cela, c'est une question de confiance réglée au préalable. Je crois que les médecins, le rôle, vraiment, c'est de soigner les patients et c'est cette ambition qu'a les médecins. Donc, je crois que les médecins n'ont pas de problème particulier à la gestion, même par rapport à la direction. La direction, ce directeur sache comment gérer la structure, comment manager et comment comprendre la situation de son personnel. Maintenant, par rapport à la gestion financière, ça c'est en interne qu'il faut régler ça. Je crois que si le directeur est bon, la structure marchera à merveille. Donc, c'est une question de communication qu'on doit établir, une communication de confiance, faire de la traçabilité. Parce que dans une gestion... Sur les orientations budgétaires. Voilà, donc il faut beaucoup de traçabilité dans toute gestion. Si on réussit cette traçabilité, forcément, il y aura une bonne gestion dans cette structure. D'accord, et on va terminer avec des propositions. S'il y avait des points à améliorer dans le système sanitaire, gouvernance, formation, plateau technique, où est-ce qu'on doit mettre l'accent pour évoluer? Sur la formation du personnel, sur le plateau technique, sur la bonne gouvernance de notre système sanitaire pour aboutir à une souveraineté sanitaire. Il faudra vraiment insister sur ces différents points. Et encore une fois de plus, améliorer l'accueil et l'orientation des patients. Il faut bien accueillir les patients, se donner les moyens pour les traiter. C'est pris en compte dans la formation, l'accueil et l'orientation? Normalement, oui. Normalement, c'est pris en compte. Et de plus en plus, d'ailleurs, beaucoup d'hôpitaux sont en train de copier dans l'Aldiam, qui a un bon système d'accueil et d'orientation des patients. Je ne vais pas terminer quand même sans pour autant me truquer un peu. Et donc, voilà, vraiment insister sur l'accueil et l'orientation des patients parce que c'est notre rôle, c'est notre sacerdoce. Bien accueillir le patient, Binta l'a dit tout à l'heure, c'est déjà 50% de la guérison du patient. C'est sûr, c'est sûr. Binta, ce n'est pas dans tous les médias que l'on retrouve des émissions exclusivement dédiées au secteur de la santé, un plaidoyer pour les directeurs de programmes et autres. Voilà. Donc, le plaidoyer, il est là. Hein. Il faut vraiment intégrer les émissions, intégrer des pages santé dans les journaux télévisés, dans les magazines, dans les desks. Voilà. Et surtout, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une forte prolifération des sites Internet. Maintenant, tout le monde se dit journaliste. Tout le monde se dit... Qui invite des guérisseurs, des praticiens. Voilà, moi je ne parle même pas des guérisseurs parce que, comme l'a dit professeur souvent, qui ont des solutions miracles. Voilà, il y a la phytothérapie. C'est une branche de la médecine. Le problème aujourd'hui, il faut essayer vraiment de formaliser ce secteur-là. Maintenant, par rapport au site Internet, je dirais, ce n'est pas un clash, mais je dis les choses telles que je les pense. Parce que tout le monde n'est pas journaliste aussi, il faut le noter. Et tout le monde n'est pas bon animateur, il faut
faut le noter aussi. Maintenant, il y a des gens qui se disent journalistes, qui posent des questions, sur un secteur aussi sensible que voilà, santé. La santé, elle est très sensible. Maintenant, il faut essayer de réglementer ce secteur-là et de voir qui doit parler de santé. Parce que moi, personnellement, qui fais des émissions depuis 10 ans, je ne me permets pas de faire, de sortir des propos que je ne maîtrise pas en termes de santé. Ça, il faut essayer de régler vraiment ce problème. Un plaidoyer aussi, je le fais à l'endroit de l'État du Sénégal, à travers le ministère de tutelle, renforcer vraiment les plateaux techniques. Parce que quand vous faites une émission et que vous entendez souvent les gens se plaindre, des patients se plaindre, ils sont obligés de venir à Dakar pour des gens qui quittent Fongolémi pour venir à Dakar, pour se faire prendre en charge. Surtout les gens qui font un AVC le week-end. L'AVC demande une rapidité dans l'action, une prise en charge précoce, entre autres pathologies. Donc, il faut vraiment veiller à ça. Et veiller surtout à la bonne communication. Faire que les gens sachent ce qu'ils ont de façon précoce. Faire une sensibilisation. Et puis, les gens aussi essayent vraiment d'avoir un bon comportement alimentaire, une hygiène de vie adéquate, vraiment pour éviter toutes ces maladies qui sont à l'ordre du jour. Exactement. Finalement, ça a été très utile de vous avoir sur ce plateau, Madame Fatou Ndiaye, qui est aussi... On n'a pas eu l'occasion de parler de l'association des femmes médecins. On aura d'autres rendez-vous certainement. Notre consoeur Bintou Kane qui était aussi avec nous, et c'était pour parler des défis sanitaires au Sénégal, mais aussi en Afrique. C'était Tribune du mardi de ce soir. Un immense plaisir de vous l'avoir présenté. Bonsoir.